Je fais plus de 500 € de cash flow comme tu peux le voir ici. On a le loyer ici à plus de 1000 € et comme tu peux voir juste en bas, on a la mensualité de prêt. Et pourtant, tu ne seras pas riche en investissant dans l'IMO. Tu ne pourras pas avoir de complément de revenus en investissant dans l'IMO. Et là, tu vas me dire, mais c'est complètement contraire ce que je dis. D'un côté, je te montre mes cash flows et d'un autre, je te dis que tu ne peux pas le faire. C'est pour ça que tu dois rester concentré sur cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi 90% des gens qui achètent dans l'IMO n'arrivent pas à avoir les mêmes résultats que moi. Je vais t'expliquer via l'expérience des personnes parce qu'on apprend le mieux en regardant les erreurs des autres. On va commencer par une personne que je connais personnellement. Cette personne-là habite en Île-de-France. Et en fait, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, je vais investir en Île-de-France puisque on le sait tous que l'Île-de-France, eh bien, pour trouver des locataires, c'est très très simple. Donc, elle se dit quoi? Elle se dit, je vais acheter un bien et sur ce bien-là, je vais le louer. En plus, je pourrais le louer très fort étant donné qu'il y a énormément de concurrence en Île-de-France. C'est ce qu'elle fait. Elle achète un appartement et elle se dit, je vais le louer à temps. Et elle se dit, bon voilà, la mensualité de crédit, elle est inférieure au loyer que je souhaite louer. Jusqu'ici, tout va bien. Mais elle a fait une grosse erreur que vous ne voyez pas venir, je suis sûre. En fait, ce qu'elle a fait, c'est que elle a mis son annonce une fois qu'elle a acheté le bien. Donc, elle a mis son annonce sur Le Bon Coin. Et sur Le Bon Coin, qu'est-ce qu'elle a constaté? C'est qu'elle n'avait aucun locataire. Et là, vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. En Île-de-France, t'as pas de locataire. Bah oui, si ton loyer est trop cher, même si tu es dans un marché dans lequel il y a très peu de concurrence, ton loyer reste trop cher pour les gens. Et donc, les gens ne vont pas déposer leur dossier. Il ne faut pas surestimer un marché. Et c'est l'erreur qu'elle a faite. Au lieu d'aller regarder sur Le Bon Coin les loyers qui se fait sur le marché, dans sa ville, elle a fait un raccourci très rapide. Elle s'est dit, Île-de-France, loyer cher, c'est bon, tranquille. Et non. Donc l'erreur numéro 1 ici, c'est ne surestime pas ton marché et fais tes calculs avant. Passons à une deuxième expérience. J'ai une autre personne qui achète un bien immobilier. Ce bien immobilier, parfait. Elle a fait ses calculs. Le problème, c'est que ses calculs étaient pas assez détaillés. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, cet appartement-là, il vaut tant. Donc, une mensualité de tant. J'ai regardé sur le marché et je vois que sur le marché, ça vaut tant le loyer. Loyer plus élevé que la mensualité. C'est parfait. J'ai un très bon cash flow. Elle avait un cash flow près de 700 €. C'est énorme. Effectivement, si tu fais loyer moins crédit, elle avait un cash flow, je répète, de 700 €. Et elle s'est dit, oui, je sais, il y a d'autres charges, assurance propriétaire non occupant, il y a le comptable, mais voilà. Grand max, ça va être 200 € à peu près. Le problème, c'est qu'elle n'a pas tenu en compte de quelque chose de primordial. C'est quoi? C'est les charges de copropriété. Elle savait qu'il y avait des charges de copropriété. Mais lorsque tu achètes un bien, avant de l'acheter, tu dois regarder dans le PV, tu dois demander les PV d'AG pour connaître les charges de copro. Parce qu'elle s'est dit que les charges de copro, ça va être dans les 1000 € l'année. Eh bien, ce n'était ni 1000 € l'année, ni 2000 € l'année, ni 3000 € l'année, c'était près de 4000 € l'année. Oui, il y a encore sur le marché des immeubles qui ont près de 4000 € l'année de charges de copropriété. Et là, vous allez me dire, mais non, impossible. Pourquoi c'est possible? Parce que les anciens immeubles, surtout les anciens immeubles, dans ces anciens immeubles, tu vas trouver des charges de copro élevées parce qu'il y a le chauffage collectif. Et là, tu vas me dire, mais si il y a le chauffage collectif, ça veut dire que pour le locataire, c'est compris dedans le chauffage. Donc, je préfère payer un loyer plus élevé avec le chauffage compris. C'est ce qu'elle croyait. Elle s'est dit, c'est pas grave, je garde mon loyer élevé en précisant dans l'annonce que le chauffage est compris. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le locataire, les futurs locataires, bien que le chauffage est compris, eux, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent le prix du loyer. Peu importe si le chauffage est compris. Donc, il se dit, ah non, le loyer est trop cher. Ne jamais acheter un bien
avec un chauffage collectif. Puisque le chauffage collectif va entraîner une hausse des charges de copropriété et tu pourras le répercuter dans tes loyers que très légèrement et pas la somme entière, puisque ça va freiner tes locataires. Les locataires, ils préfèrent payer le loyer et leurs charges, payer leurs propres charges comme le chauffage de leur côté. Troisième erreur, l'achat en fonction d'une stratégie. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui, quand ils analysent un bien, ils font en fonction d'une stratégie. Par exemple, j'achète ce bien-là parce que je veux en faire un Airbnb. J'achète ce bien-là parce que il y a un hôpital qui se crée et je sais que je pourrais louer à cet hôpital-là. Eh bien, le problème, c'est que si tu fais que une seule stratégie, ça ne marchera pas. J'ai 2 amies qui se connaissent entre elles. La première a acheté une maison, car il y avait un hôpital qui se créait dans la ville. Elle a acheté la maison, elle l'a découpée en plusieurs lots et elle l'a louée à l'hôpital. Donc elle a appelé l'hôpital, ils ont fait un contrat ensemble et donc l'hôpital envoie des personnels soignants dans ce bien. Elle est extrêmement rentable. Effectivement, d'un point de vue extérieur, on se dit mais c'est ce qu'il faut faire. Ben, j'ai une autre amie du coup qui a voulu faire la même chose. Pas dans la même ville, mais il y avait aussi cette occasion d'un hôpital qui se créait. Donc, elle a acheté pareil. Elle, c'était pas une maison, c'était un appartement. Mais dans l'appartement, il y avait 3 chambres. Donc, elle s'est dit, je vais faire une colocation. Et donc, elle a fait ses calculs par rapport à la colocation de l'hôpital. Sauf qu'en appelant l'hôpital n'a pas voulu de son bien. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'hôpital a dit non, n'a pas voulu. Et donc, elle s'est retrouvée avec un appartement avec 3 chambres à louer. Donc, elle s'est dit, c'est pas grave, si c'est pas l'hôpital, ça va être d'autres personnes. Donc, elle met son annonce en colocation. Mais souvent, les gens qui sont en colocation, c'est pas des gens qui sont en couple avec des enfants. Les gens en colocation souvent, c'est des jeunes profils, souvent qui n'ont pas le permis ou qui ont un permis jeune à la rigueur, mais qui vont être étudiants ou jeunes actifs. Mais le bien où elle l'a acheté vers l'hôpital. Parce que, n'oubliez pas, sa première stratégie, c'était vers l'hôpital. Et on sait tous que les hôpitaux, ils ne sont pas dans les centres-villes, ni à côté des facs. Ça dépend, il y a des villes, c'est à côté des facs, surtout la fac de médecine par exemple. Mais là, pour son cas, non. Donc, elle avait énormément du mal à trouver des colocataires. Au lieu de ça, elle a loué un couple avec un enfant, sauf que du coup, le loyer n'est plus le même et sa rentabilité n'est plus la même. Ne jamais acheter en fonction d'une stratégie. Ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, avoir le cash flow que je vous ai montré, c'est possible. La preuve, j'ai acheté des biens et j'ai pu faire ça. Comment j'ai pu faire ça? C'est que j'ai tout analysé avant. L'immobilier, c'est de l'analyse, c'est de la stratégie et il faut être malin. Il n'y a pas de solution magique. Il faut que tu calcules tout. Le plan A, plan B, plan C, plan D, plan de toutes les lettres de l'alphabet s'il faut, mais tu dois tout calculer pour sécuriser au maximum. Pourquoi tu dois être malin? Parce qu'il faut que tu achètes un bien sous-évalué. Et pour acheter un bien sous-évalué, c'est soit tu as de la chance, parce qu'il y a un petit peu de côté chance dans tout ça, et tu trouves un bien sous-évalué et tu l'achètes, soit tu arrives à faire baisser le prix au maximum. Et pour baisser le prix au maximum, eh bien, tu dois être malin. Comment? Eh bien, quand tu es en rendez-vous avec la personne, soit avec l'agent immobilier, soit avec le propriétaire, il faut que tu poses des questions pour que subtilement, tu arrives à récupérer des informations. Moi, par exemple, j'ai acheté un bien. La femme était pressée de vendre pour 2 raisons. La première raison, c'était qu'elle avait un locataire qui lui faisait la misère, elle en avait marre. Suite à ça, il est parti au bout de plus d'1 an. Elle s'est dit, je le rénove et je le vends. Donc, elle en avait vraiment marre de la location. Elle était pressée de vendre. La deuxième raison, c'est qu'en fait, le locataire qu'elle avait de base, c'était pas elle qui l'avait choisi, c'était son mari. Et son mari, malheureusement, est décédé entre-temps. Et donc, c'était un héritage, cet appartement. Et quand il s'agit d'héritage, les gens sont pressés de vendre. Parce que derrière, tu dois payer des impôts. Donc, en sachant toute cette histoire,
tu peux facilement baisser le prix. Mais pour ça, il faut que tu poses les bonnes questions. Et enfin, il ne faut pas qu'il y ait de l'émotion. Pas d'émotion. Les gens, quand ils achètent un bien, ils achètent par rapport au coup de cœur. Exemple, je voulais acheter un appartement et on n'était pas d'accord avec mon mari. Pourquoi? Parce que mon mari ne voulait pas de ce bien-là parce qu'il était au rez-de-chaussée. Et j'avoue que moi non plus, j'aime pas les rez-de-chaussée. D'ailleurs, c'est des choses que je déconseille en général, les rez-de-chaussée. Mais là, pour le coup, ce rez-de-chaussée, c'était un beau rez-de-chaussée. Pourquoi c'était un beau rez-de-chaussée? Parce qu'il était clôturé tout autour, donc ça faisait un peu gage de sécurité. Et ensuite, tu avais le parking, donc clôturé là, ensuite le parking. Et ensuite, tu as un immeuble et pour entrer dans l'immeuble, tu dois avoir les clés. Donc il y avait cette double sécurité qui est la clôture, vraiment. Donc même si tu étais au rez-de-chaussée, les gens ne te voyaient pas parce qu'il y avait cette clôture et tu n'étais pas face rue. Et en plus, l'appartement il y avait une grande terrasse et la terrasse était fermée, elle était clôturée. Donc même si tu étais dans ta terrasse, il n'y avait aucun vis-à-vis. Et donc, c'était pour moi un bon rez-de-chaussée parce que tu pouvais ouvrir les fenêtres, tu savais qu'il n'y a personne qui allait regarder, tu sais, des petits curieux qui regardent à travers la fenêtre. Puisque ces personnes-là, déjà, s'ils n'ont pas accès à la résidence, ils ne peuvent pas voir, parce que la résidence, comme je le dis, elle est clôturée. Et en plus de ça, même les gens qui étaient dans la résidence, ils ne pouvaient pas voir parce que il y avait une terrasse et la terrasse était clôturée. Et donc, finalement, après de longues discussions, on a fini par l'acheter. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas faire par rapport à nos émotions. Effectivement, le rez-de-chaussée, par rapport à nos émotions, on se dit ouais non, ça va pas, ça me plaît pas. C'est vrai que moi et mon mari, on ne veut pas habiter dans un rez-de-chaussée. Mais ce rez-de-chaussée-là était particulier. Si tu veux faire comme moi et avoir un très bon complément de revenus, c'est possible, mais il faut analyser et surtout, il faut télécharger l'e-book que je mets en descriptif. Et en lien en descriptif, il y a l'appel via le Calendly. N'hésitez pas aussi à réserver votre call pour vous apprendre ensemble comment investir dans l'immobilier et comment se dégager un très bon cash flow. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez pour nous soutenir.